service après-vente de la F1. Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble! It's lights out, away we go. Verstappen gets an excellent start. Sebastian Vettel needs to cover him off. Kimi Raikkonen on the inside, and he's cracked with Verstappen. He's hit Vettel as well. Raikkonen is out before the first corner. He's gone into the Red Bull there as well. Carnage as Fernando Alonso gets involved. Raikkonen, yes, Vettel going backwards. He is off and looks to be out of it too. Bonsoir à tous et bienvenue pour le warm-up du Grand Prix d'Espagne. Vous le savez, le warm-up c'est 30 minutes montre en main pour parler des dernières actualités de ces 2 dernières semaines ainsi que du Grand Prix qui nous attend, et là en l'occurrence c'est le Grand Prix d'Espagne. Alors ce soir avec moi j'ai 3 hommes, Fab et Scani. Tout d'abord, bonsoir messieurs. Bonsoir. Et puis, nous avons un invité de marque. Il n'est pas commentateur, il ne fait pas partie de l'équipe Canal+, mais il commentera peut-être sur F1 TV Pro, qui sait. Salut Gus Gus. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir Gus Gus. Bonsoir Gus Gus. C'est un plaisir de te retrouver ici. Bon messieurs, on a 30 minutes, on va pas commencer à se faire des politesses. Non, mais je c'est ne un sais pas plaisir qui a eu la de retrouver brillante Gus Gus, idée de t'y retrouver, mais c'est un plaisir. Ouais. Perdons pas de temps avec ça. Ne perdons pas de temps, messieurs, on a quelques sujets à aborder. On va parler de F1 TV Pro, qui est la grosse actu de ces derniers jours. On va parler du projet de Miami pour la saison prochaine, et puis on va parler également des demandes d'éclaircissement de l'écurie Williams par rapport aux événements du Grand Prix d'Azerbaïdjan, et puis nous parlerons également du début de week-end du Grand Prix d'Espagne. Messieurs, F1 TV Pro, donc ça y est, il est sorti. Alors moi je n'ai pas pu, ça ne m'intéresse pas, donc je ne l'ai pas acheté, mais Tu vas donc fermer ta gueule, c'est bien. voilà, je vais donc fermer ma gueule et vous laisser la parole, puisque vous avez pu tester cette application, en sachant évidemment que voilà, vous discutez de ça, mais il y aura une autre émission où on parlera encore plus en détail de F1 TV Pro, puisque on pourra parler de comment c'est diffusé pendant un Grand Prix. Mais là voilà, vous avez pu voir les essais libres et les qualifications sur cette appli. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà, préambule. Il faut évacuer tout de suite la question. Prenons 10 du minutes coup, de préambule. Non, juste 30 secondes. On va évacuer la question du coup. Ça, c'est une notion qui est relative à tout le monde. Moi, par exemple, j'ai les moyens de me payer F1 TV. Donc, Rupin, bourgeois, salaud, rends l'argent. Effectivement. Mais donc voilà, c'est un truc que je m'offre et que je m'accorde. Mais effectivement, c'est du superflu, etc. C'est pas le cas de tout le monde, et ça, il faut qu'on l'ait à l'esprit. Chacun jugera à la hauteur de ses moyens. Sur ce qu'on a vu là, sur les 4 séances qui ont été disponibles, c'est que justement elles ont été plus ou moins disponibles, ces séances. Ça a été un lancement compliqué. Alors après, voir si chacun s'attendait ou pas à ce que ça le soit, moi ça me surprend pas que ce soit complexe. On est quand même dans un truc qui est lourd. Enfin, j'ai fait mes petits calculs, il y a 24 flux audio et 24 flux 21 flux vidéo et 44 flux audio ou un truc dans le genre. Parce que il y a des flux, un flux audio par pilote pour la radio, un flux audio aussi, 2 flux audio par pilote, un pour la radio, un pour la caméra embarquée. Il y a les flux audio avec les commentaires et le flux audio naturel, c'est-à-dire sans commentaires. Et donc les flux vidéo, caméra embarquée et le signal international. Donc c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Au niveau d'un sport, je pense que ça n'a jamais été vu, ou alors un sport qui aurait 20 matchs en même temps. Enfin, moi, je pense pas que ça existe. Alors après, ça existe au niveau de, je sais pas moi, MyCanal, ils ont effectivement plein de chaînes à diffuser en même temps avec des canaux multilingues. Mais voilà, je pense que MyCanal, la première fois qu'ils ont mis en ligne, ça a pas marché, quoi. Rien d'autre à ajouter sur cette partie de... Bah alors moi après c'est juste ce qui m'intéressait beaucoup. Alors j'ai eu la possibilité d'avoir F1 TV Pro, donc bon, j'ai accès à ça. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, même si c'est quand même intéressant, ça peut être instructif, notamment de re-regarder suite à des séances les caméras embarquées particulières de certains pilotes. Puis même c'est quand même assez instructif aussi sur la manière dont ils communiquent avec leurs ingénieurs, la façon dont tout ça s'est fait. Ça au moins ça a cet intérêt là.
Après, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était l'aspect archive. Pour l'instant, je suis quand même assez déçu parce qu'il y a effectivement énormément de résumés ou de moments forts des Grands Prix depuis, disons, une vingtaine d'années. Des Grands Prix en intégralité, en revanche, pour l'instant, c'est très très faible. Ça dépasse pas 3, 4, 5 par saison en intégralité, je dis bien. Alors... Bon, on peut se dire, d'accord, ok, mettre toutes les saisons disponibles, ça va être compliqué, c'est une tâche ardue, bon, pourquoi pas. Par exemple, qu'il y ait que 5 Grands Prix de 2017 qui soient disponibles en intégralité, bon, ça me paraît quand même un petit peu, ça me paraît très très light, quoi. Donc là, sur cet aspect-là, je trouve que c'est quand même plus décevant qu'attendu et ça va demander quand même un gros travail pour que tout ça soit mis à niveau. La partie documentaire... Alors je me suis pas penché dessus énormément en détail, mais j'ai commencé hier à regarder un petit truc sur Stirling Moss, qui est quand même une période qui n'était pas couverte par un certain nombre d'accords actuels qui régissent le fonctionnement de la F1 et notamment des droits commerciaux et notamment des images disponibles. Et ma surprise, ça a été qu'il y a quand même beaucoup d'images d'archives dans ces contenus-là. Et ce sont des contenus qui sont globalement très intéressants. Donc l'aspect documentaire me surprend, l'aspect archive me déçoit pour l'instant. Mais bon, évidemment, ça sera amené à s'étoffer. Scani, tu as quelque chose à dire sur... Moi, je l'ai pas pris encore. Je sais pas si je le prendrai. En fait, justement, j'attends un peu le retour des gars. Parce que, moi, ça serait encore plus du superflu puisque de toute façon, je garderai mon abonnement Canal, puisque moi, l'IndyCar et surtout le rugby m'intéressent. Donc, je pourrais pas de toute façon pas me passer de mon abonnement Canal. Maintenant, des quelques captures et de quelques tweets, surtout de Gus Gus que j'ai pu voir, ça a quand même l'air d'être intéressant. C'est peut-être ce que vous pourriez raconter, c'est comment vous avez, surtout Gus Gus, si j'ai bien compris, Fab, t'as regardé la qualif sur Canal et tu y vas après pour aller voir des points particuliers. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a le replay des 21 caméras ou des X caméras là, tu as le replay instantané alors. Alors le replay marche bien. D'accord. Instantané, ouais. C'est-à-dire que moi j'ai pas trouvé alors dans la FAQ ils disent que c'est possible, mais ils ont publié un article avec des questions. Il y a une FAQ sur F1 TV Pro et ils ont publié un article sur le site de la F1 avec des questions. Ils disent que c'est possible pendant la séance de revenir en arrière, alors que moi j'ai pas, ça ne fonctionne pas, je sais pas, ça marche pas. Mais effectivement, les replays sont disponibles quasiment directement. Et j'ai pas vu. Donc tu peux revenir en arrière, regarder les caméras des pilotes, revoir Grosjean qui se plante comme un gros con, etc. Tu peux réécouter les radios, tu peux changer de canal, tu peux, voilà. Ça fonctionne. C'est la partie en direct qui marche pas terrible, qui est mal gérée. Ils ont sûrement pas assez de serveurs, mais c'est comme n'importe quel projet informatique comme ça, quoi. Franchement, moi je travaille dans l'informatique. Même moi quand je fais des mises en prod, ça marche, il y a des trucs qui marchent pas, il faut corriger, voilà, on pense jamais à tout. Il y a ce mythe en fait dans la tête des gens que l'informatique c'est la machine et donc que la machine elle est parfaite, elle se trompe jamais. Sauf que la machine elle est conçue par l'homme et donc la machine elle est aussi imparfaite que l'homme, puisque pour l'instant la machine elle ne se conçoit pas elle-même, ça viendra peut-être un jour et on aura peut-être quelques soucis. Et donc il y a ce mythe dans la tête du grand public que non, c'est un ordinateur, ça doit marcher, c'est une machine. Voilà. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Après, du coup, excuse-moi, mais le problème c'est toujours, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, Gus Gus, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre aussi. Le problème, ça vient de Liberty, c'est leur manière aussi de communiquer, de présenter les choses, oui. D'avoir pas forcément jouer carte sur table, ou en tout cas de jouer peut-être avec plus de choses que ce qu'ils ont entre les mains réellement, pour t'informer de manière totalement crédible. Voilà. Après c'est eux qui se sont mis tout seuls dans cette panade. Je pense qu'il y avait des moyens pour que les choses soient peut-être lancées de manière... Alors pour un lancement de quelque chose d'aussi ambitieux, je trouve que l'échec est très relatif, si on peut parler d'échec. Les difficultés en tout cas sont très relatives. Après, le problème c'est encore une fois les attentes que tu suscites, quoi. Et Liberty, c'est un petit problème de ce côté-là, quoi. C'est peut-être McLaren qui a géré la com. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Donc du coup, Gus Gus, Fab, vous allez
Vous avez testé F1 TV Pro pendant la course dimanche? Qu'est-ce que vous... Ça va être compliqué. Moi, c'est vrai que les essais, j'avais effectivement sur mon écran principal, parce que j'ai deux écrans, enfin j'ai deux PC là, d'ailleurs face à moi. Sur mon écran principal, j'avais F1 TV et sur l'écran d'à côté, j'avais Canal en même temps, parce que Canal, ça marchait. MyCanal, quand tu regardes pas la Ligue des Champions, ça va. Et donc, alors, il y a un certain décalage sur F1 TV, t'as genre 45 secondes de décalage avec le live timing sur l'appli F1, donc ça fait un peu trois trucs à gérer, ça faisait un peu bizarre. Et t'as un 25 secondes entre MyCanal et le live timing. Et donc, il y a un moment, effectivement, j'ai essayé de tout synchroniser, ça marchait à peu près, mais sinon, je regardais Canal, je regardais s'il se passait un truc et je switchais de caméra pour essayer de voir, essayer d'écouter aussi ce qui se disait à la radio, tu vois. Pareil. Et pour les qualifs, j'ai dit non quand même, les qualifs c'est important, c'est une séance importante, faut regarder ce qui se passe en global, donc j'ai mis Canal en tant qu'écran principal et F1 TV pour essayer de regarder ce qui se passait à droite à gauche, mais ça marchotait, donc j'ai pas vécu les qualifs comme les essais libres. Après pour parler de l'expérience effectivement de s'immerger par exemple ce matin, oui c'était ce midi pour Hartley qui a été le premier à rouler et il a fait 5 tours, il était tout seul en piste. C'était intéressant de voir la communication qu'il a avec son ingénieur, de voir que au milieu du virage et du sous-virage, l'ingénieur lui dit essaye de modifier de diff, de rajouter un clic, tu bouges ta balance de freinage, etc. Voilà, il y avait une communication. Alors que quand tu écoutes une écurie un peu plus huppée, genre chez Bottas ou chez Vettel, ils parlent quasiment pas de ça parce qu'ils se savent épiés et que donc ou alors que le pilote il a assez d'expérience pour savoir quoi faire par rapport au ressenti qu'il a de sa voiture. Ou alors, je crois que Julien Febvreau avait parlé de ça, les écuries aujourd'hui ont peut-être encore aujourd'hui un moyen d'avoir des communications de manière privée. Je sais pas si c'est possible, parce qu'il me semblait que ça s'était arrêté, mais c'est peut-être le cas. Peut-être qu'ils communiquent par d'autres canaux. Ça m'étonnerait pas que ça existe encore, mais... Oui, je crois que ça existe encore, oui. Très bien. Rien d'autre à rajouter sur cette actu, enfin sur ce sujet? Ce que je comprends, c'est que c'est un peu too soon, quoi. Oui, voilà. Clairement, c'est un peu clairement, ça. c'est too soon. Et à mon avis, c'est too soon d'une saison, quoi. Enfin, oui. Déjà, ça arrive au 5e Grand Prix. Au 5e Grand Prix, quand ils le mettent, c'est pas prêt. Ça donne pas une bonne image, quoi. C'est ça le truc. Alors que le potentiel, il est là, quoi. Bon, j'étais en vacances cette semaine, donc ça a aidé à la chose, mais c'est vrai que j'avais jamais vécu des essais libres comme je les ai vécus là, malgré le fait que ça marche 50 ou 60% du temps, quoi. Très bien, messieurs, on va passer à une autre actu. C'est une actu relative au dernier Grand Prix, celui d'Azerbaïdjan, duquel l'écurie Williams avait demandé à la FIA un réexamen de certaines décisions sur les différents incidents qu'il y a eu lors du Grand Prix. Alors, notamment la collision entre Sirotkin et Perez au départ de la course, la collision entre Magnussen et Gasly, Magnussen qui avait tassé Gasly dans le mur en fin de course. L'accrochage entre Ocon et Raikkonen, et il y avait aussi l'accrochage du début entre Sirotkin, Alonso et Hülkenberg, ainsi que le retour d'Alonso assez risqué sur 2 roues. L'écurie Williams a été déboutée, elle n'a pas obtenu gain de cause de la part des commissaires, avec 10 justifications des commissaires. La plupart c'est des questions de procédure. Et sinon, on peut s'apercevoir que à partir du moment où il n'y a pas où ils ont considéré que c'était pas dangereux, il n'y avait pas besoin de pénalité, mais bon, ils considèrent que ce n'est pas dangereux plutôt par rapport aux conséquences, quoi. Il n'y a pas eu de conséquences graves, donc du coup, ils ont considéré que c'était pas dangereux et que ça ne méritait pas plus de pénalité. C'est ce que. Il y a eu qu'une crevaison, c'est vrai que c'est pas grave. Ouais, non, mais voilà. C'est-à-dire que d'habitude, quand ça change le résultat d'une course, ça apporte à conséquence. Là, ça a vraiment changé le résultat d'une course puisque Bottas a abandonné, a perdu la tête du Grand Prix, mine de rien. Voilà.
mais non, ce n'est pas pour la FIA, c'est pas des conséquences. Je parle même pas de la notion de potentiellement dangereux dont on a beaucoup discuté sur Twitter à la faveur de ces essais libres, mais ouais. Enfin, après. Moi, j'ai lu certains tweets qui félicitaient Williams de la démarche. Moi, j'ai du mal à le faire parce que c'est intéressé. Mais complètement. Enfin, ce serait, ils seraient 14 et 15e de la course. Ils auraient aucun moyen d'y gagner des trucs dans le genre. Ils s'en foutraient complètement. Enfin, j'entends. Mais il le faut quand même, quoi. Le fait d'être intéressé, est évident et enfin l'histoire, enfin ce que fait Williams, quand bien même ils sont intéressés, ce sont des choses qui ne se font quasiment jamais. Moi, j'ai l'exemple en tête du cas où, par exemple, il y avait eu, vous vous souvenez, c'était Japon 2016, je pense, où Verstappen fait une manœuvre devant Hamilton à la chicane. C'est un peu litigieux. On ne sait pas trop où se situer vis-à-vis de ça. Et on sait que après la course, Mercedes a un temps envisagé de déposer une requête, de demander un petit peu des précisions, en tout cas peut-être un réexamen de ce cas-là. On se souvient d'ailleurs que ça avait fait polémique entre Hamilton et Mercedes eux-mêmes. Et on avait appris après le Grand Prix que Charlie Whiting était allé voir lui-même Verstappen pour lui dire d'essayer d'arrêter ce genre de manœuvre. Et moi, typiquement, je me souviens qu'après ça, je m'étais dit, mais c'est quand même frustrant parce que on a une équipe qui doute, on a une situation litigieuse, on a Charlie Whiting qui va en personne voir le gars, et finalement, tout ce qui nous manque, c'est une décision officielle pour nous dire, finalement, est-ce que ce qu'il a fait en piste, c'était quelque chose qui était potentiellement punissable et potentiellement dangereux. Là, du coup, certes, la démarche de Williams s'est intéressée, c'est évident, mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est normal, puisque tu vas presque toujours être intéressé par ce genre de choses, tu fais pas ça pour la beauté du geste, mais malgré tout, alors bon, même s'ils se sont viandés lamentablement, parce que je pense qu'ils sont arrivés avec la gueule enfarinée en disant, allez, on réexamine tout, vous avez vu cette vidéo, là, c'est une vidéo que j'ai prise sur mon portable, machin, ça, vous avez vu, et donc je pense que, voilà, ils sont arrivés, ils avaient rien en poche, en fait, comme nouvel élément, donc ils se sont viandés un petit peu aussi sur des questions de procédure, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui doit être fait non seulement parce que on a besoin un petit peu de parfois de réponses à des interrogations qu'on a nous et à des situations dans lesquelles on se demande pourquoi il n'y a pas eu d'investigation, en tout cas pourquoi l'investigation, s'il y en a eu, n'a pas été rendue publique par le biais d'une décision, et aussi tout simplement parce que quand tu fais ça, c'est aussi un petit peu rentrer dans l'état d'esprit de la direction de course et des officiels en se disant, bon alors là maintenant ils vont commencer un petit peu à chercher des noises après chaque Grand Prix. Après chaque Grand Prix, il va falloir faire ce genre de choses. Et peut-être que, finalement, ils vont se saisir d'un certain nombre de choses desquelles ils se saisissent pas, ou justifier comme ils peuvent au maximum des choses qui sont déjà dans leur champ de compétences. Moi, je pense que c'est... Voilà, évidemment que c'est une démarche qui est totalement intéressée. Et voilà, mais je veux dire, malheureusement, tu feras pas avancer les choses autrement dans ce domaine-là. Et si on peut un petit peu forcer les habitudes à changer... Voilà, je pense que c'est très bien de le faire. C'est très bien de le faire quand c'est bien fait. Et là, quand tu vois le nombre de entre guillemets vices de procédure, moi, à mon avis, ils auraient mieux fait de s'abstenir ou de se concentrer sur les cas vraiment vraiment appelables, parce que il y a eu une des décisions, c'est par rapport à Magnussen, parce que sa pénalité, elle ne portait pas à conséquence sur sa position. Il avait pris 10 secondes et ça ne changeait pas sa position. Et ça, la FIA, les commissaires ont très bien répondu. Bah, ça fait depuis 2013 que on a rendu une décision qui dit que peu importe. Et à ce moment-là, c'est pas là qu'il faut lutter contre ça. C'est faire du lobbyisme pour que cette interprétation du règlement, elle change. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, sur ce cas précis-là, mais c'est... Moi, c'est ce qui me dérange, c'est qu'en fait, ça donne une image de Williams de complètement amateur. Parce que, en fait, Mercedes, dans la même situation, même position, même machin, même truc, ils font jamais ça. Ils feront pas ça parce qu'ils auront plus de moyens, hein. Ils auront une équipe de juristes qui sûrement leur diront, bah là, les mecs, on n'arrivera à rien faire.
est-ce que ne pas le faire, c'est pas aussi une démarche intéressée et d'une certaine manière une démarche politique? C'est ça. Moi, je pense que dans les deux cas, si c'est pas aussi utilisé comme méthode et comme procédé, alors que c'est quelque chose qui est tout à fait possible, je pense que c'est aussi pour des raisons politiques. C'est aussi pour des raisons de je sais pas, de paix un petit peu. Mais enfin, pour moi, il n'y a pas de justification c'est pour des raisons rationnelle. Ça sert à rien parce que c'est pour des raisons ça sert à rien de s'acharner parce que on sait déjà ce qui va en être. Ce genre de cas, tu peux savoir ce qui va en advenir en fait. Je pense que Williams il lance le truc en sachant très bien, en sachant plus ou moins que ça passera pas en fait, et qu'ils font ça juste pour se donner un coup de pub. Enfin, c'est plus ou moins l'impression que ça me donne finalement. Très bien, messieurs, on n'a plus beaucoup de temps, on va juste évoquer la dernière actu, à savoir l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1 à Miami en 2019. Le conseil municipal de la ville a voté cela à l'unanimité, et on a d'ailleurs pu avoir un aperçu du potentiel tracé de ce circuit de Miami, un tracé qui ressemble vaguement à un pénis un peu difforme. Ah, d'accord. Ok. T'as un pénis tout fin, dis donc. Ouais, ben voilà, c'est vraiment un pénis de Tchernobyl, quoi. Voilà. Ça va, oui. Alors, tu veux nous parler d'autre chose, Bilo, ou pas? Pendant qu'on y est, tu sais, on peut y aller, hein. Non, en une minute, messieurs, vos impressions sur ce... Mes impressions, c'est que t'as vraiment de la merde dans les yeux, déjà. Mais, ou alors, c'est un référentiel très particulier. Non, mais sur l'avenue de la F1 à Miami. Ah, sur l'avenue, je sais pas, c'est l'avenue 4, l'avenue Georges V, l'avenue... La tristesse. Voilà. En termes d'avenue, d'ailleurs, c'est vrai que visiblement, ils vont en prendre 2 et mettre 2 ronds-points à chaque bout, et on n'en parle plus, quoi. Ça fait un circuit. Parce qu'il y a deux énormes lignes droites, un rond-point au bout, et c'est tout. Ça, y a pas, enfin. Non, après, il y a le reste du circuit aussi. Il y a même pas. Ouais, il y a le reste. Moi, je suis allé voir sur Google Maps. Il y a même pas de rond-point, quoi. Il va y avoir une pauvre épingle. Et voilà. Et une épingle encore après. Et des virages à 90 degrés de partout. Après, on a vu avec l'Azerbaïdjan que ça peut faire des trucs. Hein. Je suis convaincu que l'Azerbaïdjan, on va tout faire pour que ce circuit reste là. Le seul problème de l'Azerbaïdjan, c'est la localisation, quoi. C'est le pays qui est autour, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il faut pas préjuger du fait que les courses seront mauvaises parce que il y a que des virages à 90 degrés ou des épingles. Mais ça a pas l'air engageant. D'ailleurs, les pilotes ne s'en laissent pas compter pour dire le dire, quoi. Enfin. Juste le deal qui apparemment serait sur la table est quand même un deal assez particulier où ce serait carrément la F1 qui prendrait une partie des risques sur les coûts. Alors c'est un modèle, c'est sûr que ça c'est pas un modèle Ecclestone, hein, ça c'est certain, mais c'est un truc qui risque et qui déjà commence à un petit peu créer des conséquences parce que ça, Hockenheim ils ont dit attendez c'est bien cet accord là, vous pourriez pas nous faire la même chose, donc Liberty veut absolument son joyau personnel et veut visiblement que ce soit Miami. Et a de grandes chances que ça se fasse en plus, et ont été prêts à faire un accord un petit peu spécial. Attention, de pas faire effondrer la manière dont est fait le calendrier et la manière dont les négociations sont faites, parce que ça risque de leur coûter très très cher. Ils vont se mettre des gens à dos s'ils accordent pas le même genre de privilèges. Ils ont ouvert une sacrée boîte de Pandore là. Hein. Ouais. Donc voilà, courage les gars. Très bien, messieurs, on va pas... En termes de... Attends, sur l'américanisation du truc, est-ce que vous avez remarqué le crank it up pendant le... C'est génial. Bah, ils l'ont déjà fait au Grand Prix précédent, je crois. Ah, j'avais pas vu, moi. Messieurs, il nous reste 6 minutes pour aborder le Grand Prix d'Espagne. Qui est le commissaire pilote? 60 très important. Je vous rappelle, 66 tours à parcourir.
2 zones de DRS. Allez, on s'en branle. Oui, Les gens liront la preview. Oui, voilà. Vous lirez après vous. Sachez voilà. qu'il y aura 100 mètres de plus pour la. On la s'en zone branle, DRS. putain, De vrai, droite. j'allais. Donc les qualifications, pole position de Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Sébastien Vettel. Les 3 hommes se tiennent en 1/10 et demi. Mercedes contre Ferrari. Qui a pris est-ce qu'il y a un avantage pris par une équipe en termes de rythme véritablement ce week-end? Les Red Bull sont un peu en retrait. Les Red Bull ont pas l'air. Bah, enfin, c'est comme depuis le début de la saison. C'est ça. Les 3 ont l'air de plus ou moins se tenir en rythme de course. Voilà. Merci. J'ai aucune idée de la hiérarchie sur ce Grand Prix. Enfin, et sur les Grands Prix d'avant, pareil, quoi. Enfin, c'est. Ça a l'air de se tenir, Mercedes et Ferrari. C'est ce qui fait le sel de la saison. Après, moi, ce qui m'inquiète, et j'en ai fait un tweet, c'est que j'ai pas lu le communiqué de Pirelli, mais a priori demain ça va être un arrêt et donc du temps de médium. Corrigez-moi si je me trompe. Hein. Alors ils disent, comme d'habitude, ils disent tendre, que super tendre, ça semble pas envisageable. Tendre, super tendre, non, je crois que c'est compliqué. Vu comment le super tendre a été évité même en qualif, ouais, c'est vrai que je mettrais pas. Non. Je mettrais pas ma main à couper. Et ça, à partir du moment où tu pars sur un pneu d'une certaine tendreté et que tu mets un pneu plus dur derrière, l'undercut il marche mal et donc ça fait que ça fait que la diversité stratégique il y aura pas de diversité stratégique, donc faudra dépasser sur la piste et ça va être compliqué. C'est pas les 100 mètres de DRS en plus qui vont aider ça, parce que c'est les 100 premiers mètres et c'est les 100 mètres où t'as le moins de résistance, le moins de traînée, quoi, parce que t'es pas encore à une vitesse énorme, quoi. Enfin, ouais. Après, il y a la possibilité de faire 2 arrêts. La vitesse au carré, donc bon, voilà, ouais. Je vais pas m'étendre. Voilà. Non, mais après, il y a la possibilité de faire 2 arrêts, quoi. Y en a qui sont, alors c'est pas parmi les hommes de tête, mais il y en a qui vont s'élancer en super tendre, je crois. Bah, Alonso, parmi le top 10, Alonso, je doute que d'autres le fassent. Mais par exemple, prenons un Vettel ou un Raikkonen. Quand même 2 arrêts, hein. Ouais, c'est risqué, mais un Vettel ou un Raikkonen, par exemple, ils peuvent faire un premier relais en tendre, donc un deuxième relais en tendre et finir avec les super tendres lorsque la voiture sera moins chargée. Tu peux essayer, c'est le seul moyen de dépasser sur la piste, mais il faut vraiment cravacher derrière pour creuser l'écart et ressortir devant, parce qu'après, ou ressortir juste derrière et compter sur la différence entre des médiums usés et des super tendres neufs et qui s'écroulent pas trop vite, espérons-le. Enfin, parce que voilà, ça c'est l'inconnu. Mais il faut creuser 20 secondes, quoi. Ouais, mais voilà, après c'est l'inconnu. Est-ce que les médiums, on sait que les médiums peuvent se tenir, mais ça peut s'user aussi, et même le rythme des médiums peut pas être suffisant. On n'a pas vraiment une idée de la différence de temps. Ouais, voilà, que dit Pirelli. Ils disent pas grand-chose sur l'écart de performance. Enfin, je l'ai pas vu. Ah bah faut pas spoiler non plus. Ils en ont envoyé un hier, il me semble, sur l'écart de performance, que je dise pas de bêtises. 4 dixièmes entre les super soft et les soft, et 7 dixièmes entre les soft et les médiums. Ouais, 7 dixièmes. Sur la durée d'un Grand Prix, 7 dixièmes au tour, ça peut se... Et sur un tour, les 4 dixièmes entre les super tendres et les tendres, ils y étaient pas. Hein. Enfin, très clairement, c'est la première fois, je crois, qu'on voit des gens en Q3 tenter le coup sur le pneu. Alors, j'ai entendu, du coup, ils appellent ça le pneu option, et le pneu le plus tendre, le pneu qualif. C'est assez rigolo. T'as le prime, l'option et le qualif. Ça dépend des équipes. Je crois que McLaren fait comme tu as dit, et c'est Ferrari qui fait différemment. Ah ouais. Il y a Ben Lop qui avait remarqué ça déjà. On le salue. Et qui nous en avait parlé. Il faut lui poser la question au détour si t'as envie de savoir. Mais voilà, il y a quand même possibilité que les pneus tendres s'usent aussi, les médiums aussi. Au niveau de l'usure, c'est pas garanti que ça puisse tenir toute la course, les médiums. Enfin, que ça puisse tenir une grosse partie de la course. Les médiums, quand même. Quand même. Ouais. Oui. De toute façon, c'est ça, la stratégie à 2 arrêts. Alors, je me souviens plus exactement laquelle, mais ils ont envoyé leur communiqué ce soir, Pirelli, où ils disent que la stratégie à 2 arrêts est potentiellement la plus rapide, mais le trafic. Mais qu'évidemment, avec la stratégie à un arrêt, bon, ça risque d'être compliqué quand même de le tenter, quoi.
Bon, et pour la suite de la grille, As semble être un poil, enfin le meilleur écurie des autres, mais au coude de coude avec McLaren et Renault. Ouais, mais avec l'avantage, alors surtout par rapport à Alonso, de partir en tendre. Je crois pas que. Ah bah si, ils sont. Enfin, il y a qu'Alonso qui part en super tank. Bon, Alonso lui il fera 2 arrêts. Je pense que c'est obligatoire. Lui, alors peut-être que lui pourra tenter un super tendre s'il lui reste des pneus tendre ou super tendre médium super tendre. Enfin, finalement c'est peut-être lui. C'est peut-être lui qui a le plus d'atouts dans sa manche à la limite pour finir de manière agressive, mais en faisant 2 arrêts. Ouais. C'est ce qui est un peu juste, j'essaie de faire vite. C'est ce qui est un peu dommage cette année, je trouve, c'est que finalement, en fait, tu te dis c'est super, ça a changé. Maintenant, ils peuvent partir, ils peuvent commencer la course avec le 2e pneu le plus tendre, mais finalement, ça bloque encore plus la stratégie au final. Bah surtout quand un arrêt c'est possible finalement. Bah oui, ils sont complètement loupés. Et cette règle en fait de partir avec les pneus de Q2, elle sert plus à rien en fait. Ouais. C'est ça, c'est juste ça. Très bien messieurs, c'est la fin de ce warm-up. Merci de nous écouter et de nous suivre sur notre site. Un petit rappel de notre présence sur les réseaux. Nous sommes sur Twitter @BSAVF1, nous sommes sur PodCloud, enfin sur Pod Radio pardon. Voilà, j'ai pas le temps de tout dévoiler. On vous donne rendez-vous la moitié de l'émission avec les rappels quoi. On vous donne rendez-vous lundi soir pour l'émission d'après-course. D'ici là, bon Grand Prix et bon week-end. Salut à tous. Salut. Merci les juges.